aujourd'hui, ce qui nous rassemble avec Judith et Florence, ce sont deux chercheuses qui ont pour point commun de passer beaucoup de temps sur le terrain. Et leur terrain, c'est la Chine, que ce soit en sciences politiques, en sociologie, en approche anthropologique. C'est toujours difficile de se limiter à une discipline. Et ce qui nous intéressait en les réunissant aujourd'hui, c'est justement le fait qu'elles se sont approchées de près de personnages assez atypiques. Florence va nous parler notamment des marionnettistes de la province du Shaanxi, donc cette province qui a pour capitale Xi'an, vous la connaissez, cette ville des guerriers enterrés. Et Judith, qui elle a travaillé sur une autre ville fameuse à plusieurs titres dans l'histoire chinoise, celle de Datong. Datong est connue pour ses grottes bouddhiques et elle a été aussi connue plus tardivement pour être la capitale du charbon. Et puis plus récemment, au XXIe siècle, par un maire extrêmement apprécié de la population, qui a mené toute une campagne de travaux sur la ville. Elle va nous le raconter tout à l'heure. Donc voilà pour le programme. On est vraiment en train de parler de la Chine du XXIe siècle et plus encore, je dirais, de la dernière décennie. Et vous le savez, en Chine, les choses vont toujours extrêmement vite. On est toujours face à des éléments qui sont contradictoires suivant le lieu où l'on se trouve et suivant les personnes auxquelles on a affaire. Et multiplier les présentations et les expériences permet justement de se faire une idée de cette Chine contemporaine. Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux vous proposer, Florence et Judith, de présenter les institutions qui vous accueillent, parce qu'en plus, vous venez d'en changer l'une et l'autre. Donc voilà, Florence, tu nous parles du GIS, tu nous parles de Paris 1, tu nous parles du campus Condorcet, comme tu veux, vas-y. Alors, juste très rapidement, donc je suis maître de conférence à Paris 1 et je suis affiliée au laboratoire Prodig depuis maintenant une dizaine d'années. Donc Prodig, c'est un laboratoire orienté géographie, mais en fait avec des chercheurs qui viennent d'horizons assez divers et qui travaillent à la fois sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, mais aussi sur l'Asie et la Chine. Et voilà, donc nous sommes toutes les deux au laboratoire Prodig. Donc je laisse Judith se présenter. Donc bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. Donc de mon côté, j'ai un doctorat en sciences politiques. J'ai d'abord été suivie en thèse à Sciences Po Paris. Et après plusieurs contrats postdoctoraux, quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, j'ai été recrutée en tant que chargée de recherche au CNRS. Donc j'ai commencé le 1er octobre de cette année. Et donc j'ai été très récemment accueillie à Prodig avec Florence. Donc je rejoins ce laboratoire parce qu'en fait la question spatiale et urbaine a toujours été au cœur de mes problématiques de recherche. Et en particulier dans mes dernières recherches sur Datong, j'essaye de lier les questions d'extraction donc minière avec la fabrique urbaine. Donc c'est de là que vient l'intérêt partagé avec des géographes qui ne font pas forcément des recherches sur le terrain chinois, mais par contre des recherches sur des terrains miniers. Et donc voilà, c'est mes nouveaux projets actuels, quoi. Voilà. Et puis enfin, comme elle a eu la gentillesse de nous l'apporter, Jacqueline Konopka, je voulais vous signaler ce livre qui a été fait par le grand photographe Bogdan Konopka, qui s'est beaucoup intéressé à la Chine avec ses photos en noir et blanc. Il est, lui aussi, il connaît bien le milieu minier, hein, si je me souviens bien, et il était très sensible à cette dimension de la Chine minière, de la Chine du Shaanxi. Donc c'est un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années, et voilà, si vous voulez les voir, vous pourrez y jeter un œil tout à l'heure.
Donc Chine, l'Empire du Gris, un livre de Bogdan Konopka, préfacé par Pierre Aski. Merci encore Jacqueline pour l'avoir apporté. Et puis bien sûr, vous y verrez d'autres photos de cette Chine qu'il a beaucoup parcourue. Pour commencer sur notre thème, donc, qui va s'intéresser au patrimoine immatériel, mais aussi au patrimoine matériel, aux mises en récit. Est-ce que tu pourrais nous donner, Florence, quelques repères, quelques dates et nous rappeler ce que c'est que le patrimoine immatériel aussi? Alors, le patrimoine immatériel, donc, c'est tout récent, cette dénomination. D'après l'UNESCO, il y a 5 domaines donc, qui peuvent être listés des éléments. Donc, il y a les traditions orales, l'art de la scène. Alors ça, c'est mes marionnettes. Je voulais vous mettre dans le bain, mais on n'avait pas prévu qu'il y aurait le son si fort. Ouais, donc ça, c'est les marionnettes dont je parlerai tout à l'heure. Donc, je disais les traditions orales, les arts de la scène, les pratiques sociales, rituelles et festives, l'artisanat traditionnel et les pratiques et connaissances de la nature. Et la Chine a rajouté d'autres éléments, j'aurai l'occasion d'en reparler après. Donc en 2004, la Chine a ratifié la convention de l'UNESCO. C'est un des premiers pays à avoir ratifié la convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel. Elle avait ratifié en 1985 la convention de l'UNESCO sur le patrimoine matériel. Et juste au niveau des dates, donc 2004, la Chine ratifie cette convention et en 2011, elle publie une loi sur le patrimoine immatériel. Donc la Chine a sa propre loi concernant le patrimoine immatériel. Je souligne ici que les conventions, les chartes de l'UNESCO sont non contraignantes. Donc les États signent, mais il n'y a personne pour leur mettre une amende ou pour les condamner si les États ne suivent pas la convention. Je voulais préciser aussi qu'en Chine, on n'a pas attendu 2004 pour s'intéresser au patrimoine immatériel et que on a eu au cours de l'histoire chinoise, donc pour ne pas remonter trop loin, mais déjà à la fin des Qing, l'époque républicaine, on s'est intéressé à la culture, populaire. Et on avait un concept qu'on pourrait traduire par folklore. Ils traduisent souvent ça par folk studies, en utilisant donc l'anglais, qui est le Mindian. Donc cette culture populaire, elle a existé bien avant la ratification en 2004. Je voulais juste dire un petit mot très rapide sur le fait que ça a été un petit peu compliqué de traduire en chinois patrimoine immatériel, la notion de patrimoine. La notion d'héritage, c'est quelque chose qui était assez difficile à traduire. Donc il existait un terme en chinois, Yichan, qui a été donc réutilisé, un terme très ancien puisque je l'ai trouvé remontant aux dynasties du Sud, donc en 420-589. Et ça veut dire donc c'est un bien qui est laissé par les morts, donc une relation de succession effectivement. Et on a donc adopté le terme de Wenwu Yichan, de Fei, ce qu'on appelle le Fei pour le patrimoine immatériel aujourd'hui, mais qui est utilisé en même temps que toujours ce terme de Mingdian, donc de culture populaire, qui continue à être utilisé, notamment, par exemple, par les personnes que j'ai rencontrées à Xi'an et dont je vous parlerai tout à l'heure. Un dernier petit mot pour vous dire que donc vous avez un système hiérarchique pyramidal en Chine et donc les listes de patrimoine, en l'occurrence patrimoine immatériel, sont établies au niveau du xian, donc du comté ou du district, au niveau de la province
et des municipalités de rang provincial, évidemment. Et ensuite, au niveau national, donc vous avez plusieurs types de listes et les éléments peuvent gravir les échelons jusque, évidemment, au sommet quand ils obtiennent la reconnaissance internationale. Donc les marionnettes dont je vais vous parler, c'est un art qui a été reconnu dans la première liste de la province du Shaanxi, la première liste nationale en 2006 et qui en 2011 a été inscrit donc, sur la liste du patrimoine international donc à l'UNESCO. Et tu aurais d'autres exemples de patrimoine immatériel inscrits depuis? Oui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi des listes mixtes. Je travaille encore aujourd'hui sur Hong Kong. On a par exemple l'opéra cantonais qui est listé à la fois pour Hong Kong, pour Macao et pour la province du Guangdong. Donc les 3 entités ont déposé un dossier et qui a été accepté, je crois, il y a 3 ans. Par exemple, il y a des projets aussi internationaux, par exemple le long de la route de la soie. La route de la soie a été reconnue comme patrimoine immatériel à la fois pour la Chine et puis pour un certain nombre d'États le long de la route de la soie. Et autre question, puisque ça peut, après toutes les vagues de bousculade auxquelles la culture a eu à faire face. Est-ce que l'arrivée du président Xi Jinping au pouvoir et l'élan nationaliste qui a suivi, est-ce que ça a joué un rôle justement dans cette mise en valeur de culture au pluriel, qui jusque-là aurait pu passer à la trappe ou au contraire disparaître parce que les générations ne se renouvellent pas? Alors en fait, plus que 2013, moi c'est plutôt 2011 que je verrais comme une borne parce que c'est vraiment la loi qui a été adoptée donc, sur le patrimoine immatériel. Et dans cette loi, l'article 1, que j'avais mis quelque part dans mes notes, stipule que, voilà, donc c'est un extrait d'un article que j'ai écrit en anglais. Je vous le lis en anglais ou j'essaie de le traduire comme ça en live? Comme tu veux. Donc je vous le dis en anglais. Donc c'est le premier article de cette loi de 2011 spécifie que this law is formulated for the purposes of inheriting and promoting the distinguished traditional culture of the Chinese nation, promoting the building of the socialist spiritual civilization, and strengthening the protection and preservation of intangible cultural heritage. Donc dès le premier article, c'est indiqué qu'il s'agit ça doit servir à la promotion et à l'établissement de la civilisation spirituelle socialiste. Et puis après, ça continue dans le reste de la loi. Donc pour moi, 2011, c'est vraiment la borne où ça change. Maintenant, ça n'a fait que s'accentuer, évidemment. D'accord, 2004, donc ratification patrimoine immatériel. Ouais. 2011, les premières lois. Ouais. Et avec un processus qui est un processus à la fois de recherche au niveau large, c'est les gouvernements locaux qui font remonter des propositions et puis des décisions qui se font au niveau national puis international. Tout à fait. Et au niveau international, c'est la Chine en tant que nation qui présente le dossier à l'UNESCO. Et ensuite, donc, ça va être soumis au vote des participants, des États qui ont leurs représentants à l'UNESCO. Maintenant, une fois que ce cadre est dressé, les dates sont importantes. Judith, le cadre dans lequel toi se situe ton étude à Datong, avec un maire qui a joué un rôle extrêmement important pour la population, tu le situes un petit peu dans la même période, c'est ça, 2008 à 2019 environ? Mais en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Datong, c'est que le maire donc, a pris son poste à Datong en 2008
Il y est resté jusqu'en 2013, début 2013. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, le projet sur lequel j'ai travaillé, donc de reconstruction du centre-ville, est resté dans la même direction, même s'il n'a pas gardé cette temporalité qu'on verra plus tard, d'accélération, de construction très rapide, etc. Mais malgré tout, je dirais que l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping a eu un impact sur la temporalité, parce que le ralentissement, quand même, date de 2013, et on peut donner... Le ralentissement de quoi, pardon ? De la construction. Je pourrais présenter... je peux présenter dès maintenant la trajectoire de la mairie et des projets. Mais ce que je veux dire, c'est que Xi Jinping a en même temps lancé une campagne anti-corruption qui a quand même touché le Shanxi d'une manière assez marquante, pour la province et pour je dirais, les modes d'action dans cette province-là. Mais en même temps, cette promotion de la culture à l'échelle volontariste, nationaliste, etc., a aussi porté finalement... confirmer le projet du maire de promouvoir cette culture chinoise ancienne qui était déjà en cours avant, dans les années précédentes, quoi. Donc, c'est deux niveaux, en fait. Une certaine contradiction et en même temps un certain renforcement de... le projet du centre-ville de Datong porte, bien sûr... effectivement, les slogans de propagande du régime de Xi Jinping et sert de support, en fait, pour la scénographie nouvelle depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Voilà. Alors peut-être tu peux nous présenter un peu plus largement justement ce cadre de la ville de Datong. Okay. Elle est située à quelle distance de Pékin environ Donc Datong est une ville située dans la province du Shanxi, donc à proximité de Pékin, je dirais c'est 400 km, 300 km. C'est 4 heures de TGV, je pensais plus. 1h40 maintenant. 1h40 oui, c'est devenu plus rapide. Mais ouais, à l'époque de ton travail, à l'époque de mon travail, il fallait que je prenne un train de nuit de 6 à 7 heures, parce que c'était un train un peu lent. Mais je crois que c'est 500 km, je crois que c'est la distance Paris-Bordeaux, environ, de mémoire. Oui. Et c'est une ville moyenne qui a cette particularité d'avoir vraiment toujours... travailler cette tension entre une double identité, donc une histoire très longue d'extraction du charbon, puisqu'on est dans la province charbonnière du Shanxi, également surnommée paradis de l'or noir en Chine, hein, et en même temps, donc qui a développé depuis une centaine d'années l'extraction minière depuis l'invasion japonaise des années 30 en particulier, qui a vraiment instauré des industries d'extraction assez ambitieuses. Et ça s'est prolongé en fait sous le régime socialiste jusqu'à toujours aujourd'hui. C'est encore des mines en activité, bien sûr. Et en même temps, qui a depuis longtemps aussi une tradition d'histoire touristique, d'industrie du tourisme, puisque au départ, c'était... François, si tu peux me corriger, mais c'était un des cœurs en fait de passage des touristes étrangers. On peut citer la visite du président Pompidou dans les années 70, qui est passé aux grottes de Yungang lors d'une visite officielle d'État, etc. Et en effet, la ville de Datong a ce berceau d'un patrimoine ancien, puisqu'elle était la capitale des Wei du Nord, une dynastie qui s'était établie autour des années 400 après Jésus-Christ. C'est sous cette dynastie donc, que les grottes bouddhiques de Yungang ont été construites, mais je crois aussi Longmen, avant que la capitale soit située à Luoyang ensuite. Et elle a en fait prospéré sous les dynasties Tang, avec le temple Shanhua, qui est situé lui en centre-ville, et durant les dynasties Liao et Jin, avec un autre temple Huayan, où elle était là encore capitale de l'Ouest. Et par la suite, en fait, durant la dynastie Ming, elle était rattachée à l'Empire, et elle était une ville frontalière très importante qui s'est enrichie et qui a été fortifiée. Donc fortifiée, d'où l'importance que le maire de Datong, ayant cet esprit en tête, a voulu recréer cette muraille datant de l'époque Ming. Attends, ne va pas si vite. Oui. Là, tu nous présentes Datong, on va parler du maire après. Je donnais l'idée de cette forme urbaine vient de l'époque Ming. Et en fait, le problème de cette tension entre ville du charbon
et ville touristique, il se voit dès le départ quand peut-être certains d'entre vous êtes passés à Datong, vous avez peut-être visité les grottes de Yungang, et en tout cas, jusqu'à récemment, pendant longtemps, cette ville a suffoqué sous les poussières de charbon. Face aux grottes de Yungang, vous avez des mines en activité. À côté des grottes de Yungang, il y avait des mines en activité, des mines de charbon souterraines qui étaient très actives. Et donc, pendant longtemps, elle a été stigmatisée pour sa pollution de l'air, pour l'atteinte aussi au patrimoine du fait de la poussière de charbon qui se déportait sur les sites patrimoniaux, etc. L'industrie du charbon, loin de décliner en fait au XXIe siècle, elle a prospéré encore plus avec une intensification de la demande en matière première, en charbon. Et en fait, Datong était vraiment au cœur de cette industrie-là, jusqu'à très récemment. Elle était vraiment une ville très polluée. Et la mairie a en même temps tendu à reprendre le contrôle sur le secteur du charbon, qui était au départ finalement à la fois polluant, très risqué pour les travailleurs de la mine, parce que composé non seulement de mines d'État, mais de mines privées, mines illégales parfois, etc. Il y a une grande campagne dans les années 2000 pour fermer les mines privées, etc., qui a pris beaucoup de temps. Et finalement, c'est le secteur d'État qui a repris la main et qui a assuré son contrôle sur toutes les mines de la ville de Datong. Donc j'ai enquêté sur une entreprise qui gérait 15 mines en fait à la fois, quoi. Donc pour dire que le secteur s'est restructuré, rationalisé, et en même temps la mairie a parallèlement dans les mêmes années connu un boom urbain avec l'arrivée du maire au moment où le boom du charbon était encore en cours. Donc, oui, parce que les salaires des ouvriers des mines étaient des salaires confortables. Très confortables. C'est-à-dire que en fait, l'industrie minière du secteur public, à partir des années 2008-2010, a permis à des familles de toucher des salaires jusqu'à 10 000 yuan par mois, en fonction de la rentabilité des prix du charbon et de l'entreprise. Les membres de l'entreprise pouvaient toucher des hauts salaires. Bien sûr, parce que c'était aussi des salaires qui étaient indexés sur le risque, donc c'était un métier dangereux, donc bien payé. Mais il y avait une forme de moyennisation à cette époque-là au niveau de l'industrie minière à Datong. Et quand je parle de connexion entre le charbon et la ville, c'est que si vous passez, même vous parlez à un chauffeur de taxi à Datong, si vous parlez à n'importe qui, en fait, tout le monde a quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille dans l'industrie du charbon, dans sa famille, dans ses contacts. C'est vraiment quelque chose de très présent. Donc les touristes ne le voient pas forcément visuellement aujourd'hui parce que ça a été très dépollué, qu'aujourd'hui on voit moins la présence de la mine, mais dans les conversations avec les personnes de Datong, c'est toujours très présent en fait. C'est une infrastructure qui a tenu en fait le développement de la ville et qui a permis aux familles en fait d'en vivre. Voilà. Et donc dans ce cadre minier, donc chez nous, l'imaginaire qui est lié aux mines, c'est les paysages du nord ou de l'est de la France, qui sont assez austères. Bon, on connaît aussi les films qui ont montré tous les accidents qui étaient liés aux mines privées. On a un maire qui a un projet lié à l'histoire, qui est allé au Japon, et qui se dit il faut redonner une nouvelle couleur à la ville. Voilà. Il faut enlever le noir de la ville. Donc, en fait, la particularité de Gang Yanbo, donc Gang Yanbo, c'est le maire de Datong de 2008 à 2013, mais il est entré vice-maire, il est rentré en poste dès 2006. Donc il a fait partie activement de cette campagne de dépollution, par exemple, la pollution de l'air était vraiment un combat à mener à Datong. Et avant ça, en fait, il était en poste dans le Shanxi. En fait, il a fait toute sa carrière dans le Shanxi, dans des districts ruraux au départ, etc. Et à chaque fois, dans ses mandats, il a tenté de relier en fait la question de la rénovation de sites historiques à son mandat et à son action. Donc, dès 1995, il s'est attaqué à la rénovation d'un palais princier dans un district rural
qui était assez pauvre, et qui était très charbonnier lui-même. Et ça avait déjà un petit peu étonné, je dirais, parce qu'il avait dépensé des millions de yuan pour la rénovation d'une très grande surface d'un palais princier ancien, le palais Wang, je crois, qui du coup a été rénové. Et puis, donc, il a fait carrière petit à petit, toujours dans le Shanxi. Et puis, en 2006, il arrive à Datong. Et il a un projet de bâtir un centre-ville historique et culturel et de recréer, donc, comme je disais, ce plan de la ville des Ming et des Qing pour en fait faire écho à la Datong ancienne, touristique et culturelle, historique et culturelle de sa noble identité, faire oublier le stigmate du charbon et de lancer des grands travaux. Donc juste pour préciser peut-être l'échelle de cette muraille et les grands travaux que ça représentait, elle mesure plus de 7 km et la surface donc, du projet de centre-ville, de rénovation du centre-ville, c'est 2,4 km², donc c'est vraiment une très large surface. Avant juste de rentrer dans le détail, là c'était présenter le cadre. D'un côté, on voit ce personnage de Datong qui cherche à mettre en place une dimension historique et culturelle dans une ville qui a été riche par le charbon. Et je voudrais revenir sur le Shanxi avec les marionnettistes du Shanxi. On a, si je me souviens, ce film de Ro Xiaoxian, donc un réalisateur taïwanais qui met en scène le maître de marionnettes. C'était 95, voilà, la fin 93. Et qui va chercher des maîtres de marionnettes, justement, dans cette province. Il n'y a pas que la province du Shanxi, il y en a d'autres en Chine, mais dans cette province du Shanxi. Donc, on est dans cette possibilité de s'appuyer sur la culture pour retrouver, dans un cas comme dans l'autre, des histoires disparues. Est-ce que tu peux nous refaire ce lien, justement, des films de Ro Xiaoxian, de Zhang Yimou, qui va prendre appui sur une grande résidence qui va restaurer pour un des films. C'est peut-être celle que tu nous évoquais, Judith, je ne sais pas, hein, on est à peu près dans les mêmes périodes, ça pourrait l'être en tout cas. Est-ce que tu peux juste nous resituer ce cadre-là, Florence ? Alors, en fait, déjà dire que les marionnettes donc, au Shanxi, j'ai étudié donc, celle de Huaxian, donc, qui est un district qui se trouve pas très loin de Xi'an. Donc, en fait, elles avaient pratiquement disparu. Et c'est grâce au film d'abord donc de Ro Xiaoxian puis celui de Zhang Yimou que donc en 94 celui de Zhang Yimou qui s'appelle Vivre qui est en fait un film tiré du roman de comment il s'appelle, Liu Hua, ouais. Donc en fait au départ ces marionnettes elles étaient utilisées pour des fêtes religieuses, pour des mariages, pour des enterrements, donc des moments très spécifiques. Les histoires et les opéras qui étaient performés pouvaient durer 3 heures, 4 heures, enfin c'était assez long. Et puis ensuite, donc avec les compagnes maoïstes, donc leur répertoire évidemment a été mis aux oubliettes et ils ont dû, eh bien, par exemple, monter des spectacles comme La fille aux cheveux blancs ou les opéras révolutionnaires maoïstes. Et puis ensuite, pendant la révolution culturelle, beaucoup des grands maîtres sont morts, des théâtres ont été brûlés. Et donc cet art était vraiment sur le point de disparaître quand Ro Xiaoxian donc est venu en Chine, est venu à Huaxian pour chercher donc l'un des grands maîtres locaux, Wang Tianwen, et c'est lui donc qui a monté tout son film et qui a servi de marionnettiste dans le film. Ce film a eu un grand écho, il a obtenu des prix au Festival de Cannes. Et à ce moment-là, la diaspora chinoise et les Chinois ont commencé à s'intéresser à nouveau à ces marionnettes.
Et Zhang Yimou, donc, dans son film, en 1994, qui a obtenu lui aussi un certain nombre de prix au Festival de Cannes, les marionnettes jouent un rôle très important pour évoquer les sentiments des personnages. Donc on les voit beaucoup dans le film. Et à partir de ce moment-là, eh bien, des gens sont commencés à s'intéresser, à commencer à acheter des marionnettes pour servir de décoration. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui se sont intéressées. Et puis, c'est... Voilà. Ça a une espèce de renaissance grâce au cinéma. Effectivement, comme disait Françoise, il y a des marionnettes ailleurs que dans le Shaanxi ou à Roissienne. Il y a 11 provinces qui ont été mises sur les listes. Et à Roissienne même, il y a encore 4 troupes de marionnettistes qui existent encore aujourd'hui. Et ces marionnettistes, enfin ces troupes de marionnettistes, est-ce qu'elles se sont constituées sous l'égide, je ne sais pas, du Bureau de la Culture de la province ou du district? Est-ce qu'elles se sont renforcées au niveau local parce qu'il y a eu un personnage qui a cherché à les mettre en avant, comme on pourra le voir tout à l'heure? Comment ça s'est passé justement, cette organisation? Alors, à Roissienne, ils sont tous paysans. Et en fait, les marionnettes, ils ont ces spectacles de temps en temps, mais ils ne peuvent absolument pas vivre de leur art. Donc, leur activité principale est en général agricole. Monsieur Wang Tianwen, qui est considéré comme un transmetteur, c'est pas très joli en français, mais bon, un transmetteur de cet art, et qui a été listé donc par le gouvernement chinois au niveau national comme un transmetteur dans l'art des marionnettes. C'est lui qui a formé la plupart des marionnettistes qui sont à Roissienne. Mais la formation des marionnettistes, c'est à la fois savoir fabriquer les marionnettes et en même temps savoir les utiliser, les faire bouger. Il faut savoir qu'un spectacle de marionnettes, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure quand on a eu du son, un spectacle de marionnettes, vous avez tout un orchestre derrière et vous n'avez pas simplement le marionnettiste qui fait bouger ces petites marionnettes. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais c'est ce qu'on appelle le théâtre d'ombre. Donc ce sont des ombres en fait. Hein. On ne voit pas la marionnette directement. Et donc en général une troupe de marionnettistes, ça dépend des groupes, mais c'est à peu près 7 personnes. Donc il faut avoir 7 personnes derrière en backstage pour pouvoir avoir le spectacle. Donc ça suppose d'avoir quand même suffisamment de monde et suffisamment de monde formé. Et comment se passe, parce que qui dit patrimoine immatériel dit transmission. Ouais. Comment se passe cette transmission? Est-ce qu'elle se fait, là encore, de manière, sous l'égide d'un bureau, ou est-ce qu'elle se propage parmi des communautés de personnes qui ont les mêmes passions ou les mêmes répertoires aussi? Alors là, il faut peut-être que je vous présente un peu mes personnages, parce que selon les personnages, la transmission ne va pas être la même. Bien sûr. Ouais. Alors, en fait, dans l'article là que j'ai écrit pour Perspective chinoise, je parle de 3 personnages qui sont assez représentatifs, je trouve. Donc, il y a un personnage, Monsieur Zhao Jianguo. Lui, c'est un paysan. Il a appris, parce que dès tout petit, il a assisté à des spectacles. Il a trouvé ça super. Et donc, il a mémorisé le répertoire. Il a appris à jouer un certain nombre d'instruments. Et aujourd'hui, il dirige une petite troupe qui donne des spectacles dans un endroit qui s'appelle Yongxingfang, qui est une ancienne maison d'un prince de l'époque des Tang. Et ça a été transformé en lieu touristique. Donc à un moment donné, vous devez le voir sur les photos, ça va apparaître. Et donc c'est labellisé comme Yongxingfang, un site de tourisme intangible, immatériel, voilà.
Et donc, ils ont un petit spectacle qui donne 4 à 5 fois par jour. Ça dure 20 minutes. Donc, par rapport aux 4 heures normales quand on était dans les villages. Et c'est à destination des touristes chinois. Toute la troupe est payée. Elle reçoit un salaire mensuel qui va entre 2000 et 5000 yuan par mois selon leur âge, leurs compétences, etc. Ils sont logés et la société qui les paye donc leur demande de faire un certain nombre de spectacles et de porter un habit qu'ils ont eux-mêmes choisi. Ils ne sont absolument pas libres du répertoire qu'ils peuvent présenter. Donc ce personnage-là, Monsieur Zhao, dit qu'il a bien du mal à trouver des personnes pour venir prendre la suite, et peut-être que sa petite fille pourra le faire un jour, mais pour le moment, le plus important, c'est ses études. Elle est encore au lycée. Ce qui serait une première, parce qu'en général, c'est plutôt des hommes. Dans ces petites troupes, en général, ce sont des hommes. J'ai rencontré une seule fois une femme, et c'est tout. Sinon, ce sont que des hommes. Sinon, il y a un autre personnage qui est Monsieur Xue. Monsieur Xue Hongtuan. Donc lui, il est resté à Huaxian. Il a monté son petit musée privé des marionnettes. Il refuse de rentrer dans quelque système que ce soit. Et ce monsieur, il m'a dit que les marionnettes ne peuvent exister qu'à partir du moment où elles peuvent se renouveler, où on peut avoir de la nouveauté. Et c'est comme ça que sur les photos, à un moment donné, vous allez voir Michael Jackson. Et donc lui, il a fabriqué une grande marionnette, Michael Jackson, qu'il lui a fait danser sur je sais pas quoi, Moonwalk. Et ça a été un succès absolument extraordinaire. Donc là, on est très loin de l'opéra traditionnel et du répertoire traditionnel. Ce monsieur Xue, il a plusieurs disciples. Il a des écoles qui viennent faire des stages chez lui. Il a même fait des formations, m'a-t-il dit, en prison. Il a eu 120 prisonniers qu'il a formés à l'art des marionnettes. Donc c'est quelqu'un de très très actif sur les réseaux sociaux chinois aussi. Et lui, donc, il dit qu'il ne veut pas de reconnaissance officielle, il veut être libre et qu'il faut que le répertoire des marionnettes se renouvelle si on veut que les marionnettes continuent à vivre. Et puis j'ai un troisième personnage, c'est Monsieur Shen. Monsieur Shen, c'est le directeur général de Yongxing Fang. C'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de classe moyenne. C'est un businessman qui a très bien réussi. Et donc, lui, il pense que par le business, eh ben, on peut faire connaître la culture traditionnelle donc, du Shaanxi. Et donc, tout ce qui est immatériel, la culture immatérielle. Donc, il a monté cette espèce de je pourrais dire un centre de loisirs, un centre touristique, quelque chose comme ça. Et donc, ça marche très très bien. Donc, il a une marque, il fait du marketing, il vend des produits que vous verrez aussi à un moment donné sur les photos. Et donc, il vend des produits qui sont donc de la culture immatérielle du Shaanxi. Alors moi, je me suis posé des questions, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur le lien entre ce qui est du business, ce qui est du tourisme et puis réellement de la culture. Peut-être avant, restons sur ce côté transmission. Oui. Transmission, parce qu'on est donc là avec 3 cas. L'un, c'est un cas de businessman qui est supporté par la ville. Alors, il dit qu'il est indépendant, mais en même temps, pour l'inauguration de son centre, il avait fait venir le maire, il avait fait venir le vice-gouverneur du Shaanxi, et puis il est député à l'Assemblée locale. Donc le lien, il est quand même assez important. Il cherche en même temps des Bien soutiens. sûr. Donc les initiatives, en fait, en termes de transmission, elles sont avant tout locales. Oui. Elles sont pas, alors que la labellisation vient d'en haut,
la transmission n'est pas véritablement suivie au niveau local ou régional. C'est ça que tu nous expliques. Et chacun cherche son chemin. Absolument, il y a des variantes, il y a des adaptations au niveau local, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc lui, il dit qu'il fait de la transmission parce qu'il permet aux touristes chinois et non chinois, mais même avant la Covid, c'était quand même surtout des touristes chinois qui venaient. Et il leur permet justement de connaître cette culture. Et donc lui, il dit, moi je fais de la transmission. Maître Sué, lui, il fait de la transmission autrement, puisqu'il a des disciples et puis il a des jeunes, il a des écoles qui viennent dans son atelier. Et qui sont à temps plein ou qui sont eux aussi avec une activité par rémunératrice? Alors, Monsieur Sué, il fait ça à temps plein. Mais ses disciples? Alors, il a un disciple privilégié qui fait ça à temps plein. Les écoles, ils viennent faire des stages, en fait, dans des stages d'initiation, des choses comme ça. Ouais. Et Monsieur Zhao, il espère que sa petite fille pourra prendre le relais et continuer de manière traditionnelle, mais ce n'est pas du tout assuré. Donc on est dans des initiatives qui sont encore grandement individuelles, c'est complètement, ça, hein, ouais. Avec des recherches d'appui au niveau local. Ouais. Parce qu'on va en revenir à Datong pour être sur ce côté de transmission. Est-ce que justement le maire, et tu vas nous expliquer quel est le programme de travaux qu'il a quand il va à Nara, il voit que cette ville, c'est bien Nara ou c'est Kyoto? Tout d'un coup j'ai un doute. Bref, il va au Japon, dans une ville historique japonaise, et se dit, mais pourquoi notre ville de Luoyang, de Datong, est aussi peu consciente de son histoire? Et lui aussi, d'une certaine manière, veut pouvoir transmettre ça, en même temps qu'une certaine fierté, j'imagine, auprès des habitants. Quel est son projet? Est-ce que tu peux nous raconter? Voilà. En fait, je pense qu'il y a dans transmission, il y a aussi toute la dimension de médiation. Donc le projet de construction physique s'accompagne aussi d'un projet, je dirais, symbolique, de transformer aussi une image, une identité d'une ville, et puis aussi de se mettre en scène aussi lui en tant que transmetteur, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, ce qui s'appelle The Chinese Mayor, Zhongguo Chizhuang. En fait, c'est un film qui est sorti en 2015, il est réalisé par Zhou Hao. Et donc le maire a accepté de se faire filmer, je dirais, au quotidien dans son travail pour la mise en œuvre du projet, en fait. Et donc ce film est extrêmement, je pense, aussi révélateur de cet effort de transmission où le maire, en fait, a toute une démarche, en fait, de communication autour de son discours, son projet, son rôle, en fait, son action. Parce que là, voilà, il va vraiment être mis en scène en tant qu'acteur qui agit, quoi, et qui a pris en main les choses. Et qui n'est pas toujours présenté à son avantage non plus. Hein. Ce n'est pas un film de propagande. Il n'est pas toujours présenté à son avantage, mais malgré tout, il est au cœur, en fait, c'est vraiment un personnage, une personnalité. Et les habitants de Datong, en fait, plus ou moins avec lui, en fait, ont associé ce projet de construction à l'identité précise d'une personne, d'une personnalité. En fait, ça se raccroche à lui tout le temps en disant voilà, d'habitude, les cadres du gouvernement en Chine, personne ne les connaît, c'est des bureaucrates, c'est des fonctionnaires. Lui, il est sorti du lot, on connaît son nom, on s'en rappelle, il était sur le terrain, il avait des compétences, etc., etc. Il agissait, il travaillait dès 5 heures du matin pour son projet et il faisait bouger les choses. Donc en fait, la mise en œuvre du projet de construction et de récit autour du patrimoine de Datong, c'était aussi, je pense, un modèle. Il y a la notion de modèle dans le projet du maire, un modèle de ville ancienne, le modèle de Datong. Et en fait, de prendre Datong comme une sorte de laboratoire idéal type pour appliquer ensuite à la Chine, parce qu'il a déjà, on va dire, expérimenté là-dedans dans ses expériences précédentes de gestion et de projets précédents. Mais là, Datong, c'est son laboratoire le plus, je dirais, ambitieux. Alors, pour reprendre quelques citations, donc l'histoire et l'avenir de Datong, ça c'est vraiment une citation qui revient tout le temps dans ses interviews, etc. Il faut savoir que l'Internet chinois a été purgé. J'ai plus accès aux vidéos d'archives que j'avais pourtant vues en 2015 et 2016. Je ne les ai plus trouvées. Mais il s'était beaucoup mis en scène. Il est passé dans beaucoup d'émissions de télévision durant son mandat.
pour promouvoir son projet, l'identité de Datong, le projet de ville ancienne. L'idée était vraiment de corriger les erreurs du passé. Ça, c'est une citation que j'ai notée, je l'ai vue le dire, même si je ne peux pas retrouver l'archive. Et en matière de planification urbaine, il considérait la période socialiste comme un domaine beaucoup trop peu contrôlé et que la ville a été affectée par l'industrialisation lourde des années 50 jusqu'au 21e siècle et qu'il fallait donc un bon plan urbain, donc c'est la notion en chinois de guihua, enfin d'aménagement, de planification, pardon, pour un bon avenir. Donc cette fois, il fallait redresser le projet et avoir un plan unifié, donc proposer une ville aux 3 renoms et une puissance, donc Sanming Yiqiang, pour une ville culturelle, touristique, mais aussi avec tout un discours sur l'écologie, la transition des ressources, parce qu'en même moment, l'industrie du charbon est en phase de restructuration et il y a tous ces nouveaux termes de croissance verte, etc., qui sont mis en avant. Donc on est en 2008 là. Oui, entre 2008 et 2013. Après voilà. Les Jeux Olympiques. Oui. Donc, l'idée est vraiment aussi de dire qu'on est en train de dépasser le stigmate du charbon, qu'on est vers d'autres ressources pour d'autres trajectoires de développement pour Datong, etc. En fait, il a non seulement eu pour projet de recréer une ville ancienne, donc dans ce que j'appelais au sein de la muraille qu'il a circonscrite au centre-ville. Donc là, il y avait vraiment un projet de création d'un quartier de ville ancienne et touristique, culturelle, Luyotu, Wenhua, Gucheng, enfin tous ces mots de Lishu, Wenhua, Gucheng, ville ancienne, historique et culturelle, etc. Et en même temps, je dirais, il a, on va dire, enclenché une certaine forme, enfin sous une certaine forme, un boom de la construction, parce que partout dans la ville en fait, de Datong, il y avait des nouveaux projets de construction. Donc il y a aussi eu, parallèlement, toujours dans le plan du maire, la construction d'un nouveau district à l'est, en fait, à l'extérieur en fait, du tissu urbain classique précédent. Donc construction d'un nouveau district avec les locaux de la mairie, avec des nouveaux ensembles résidentiels et avec donc, des architectures très futuristes, je ne sais pas si vous les avez vues, mais qui elles aussi promeuvent la culture, donc des équipements pour la ville. Un musée de la ville de Datong qui lui a ouvert vraiment tôt, en 2012-2013, il était déjà ouvert, un nouveau musée pour la ville, mais aussi un musée des beaux-arts, un grand théâtre et une bibliothèque. Donc des grands équipements en fait qui ont été commandés sur contrat, sur concours de grands architectes en fait internationaux qui ont signé. Pour donner un exemple, Foster. Voilà, Foster a designé le musée des beaux-arts. Et donc c'est toutes les architectures que j'ai pu prendre en photo non terminées, mais qui étaient en projet à l'époque et qui étaient quasiment achevées d'ailleurs. Mais voilà, pour non seulement recréer cette image thématique de la ville ancienne au centre-ville, mais en fait pour donner aussi un élan vers l'avenir pour Datong, donc animé par différents projets à tous les niveaux de la ville. Et donc les habitants que j'ai pu rencontrer en fait par la suite, puisque moi je suis arrivée à la suite du film, quand les projets du maire ne sont pas achevés et qu'il est transféré dans une autre ville. Attends, avant d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu nous dis le projet du maire, on est donc en 2008. Oui. Donc il a mis en fait en œuvre tous ces projets de construction et donc les habitants, moi j'ai pu en rencontrer, mais il y en avait beaucoup plus en fait qui étaient affectés et on va dire pour certains journalistes, ils étaient victimes du projet de démolition parce que ça impliquait en fait de déloger tous ces habitants qui occupaient en fait le quartier historique, mais aussi du côté de l'est de la ville, c'était des villageois en fait dans des villages proches de Datong. Enfin, il y a eu toute une série d'expropriations. En fait, eux aussi étaient pris par un peu cet imaginaire de le développement Datong enclenche une dynamique de spéculation qui va aussi nous apporter du confort, qui va nous apporter de l'enrichissement. Donc il faut qu'on négocie une meilleure compensation financière pour partir. Donc le film montre aussi tous ces conflits. Mais malgré tout, je dirais que le projet du maire a été plus ou moins accepté dans les imaginaires des personnes de Datong parce que faisant partie de cet effort de saut, de boom vers la modernisation et donc qui allait leur rapporter aussi à eux, en fait, parce qu'ils allaient accéder à des meilleures conditions de vie, d'habitat, que la ville était en train de s'enrichir, en fait. Pour eux aussi, ça allait être le cas. Voilà.
Donc j'explique pourquoi la personnalité du maire et tout le monde était pris dans ces rouages en fait, du boom de la construction. En essayant de négocier le meilleur taux d'indemnisation financière. Et en plus, le maire était plus ou moins disposé, alors plus ou moins, parce que c'était très violent aussi dans le film, on voit ces scènes très violentes aussi d'expropriation, mais tout de même disposé à négocier en fait. Enfin, il y avait des marges aussi de plus ou moins, où on sentait que la mairie avait de la place pour offrir à ceux qui se plaignaient le plus et de manière la plus brillante, aussi des possibilités d'avoir des logements de relogement un peu plus grands ou davantage de lots, etc., etc. Il y avait une petite marge de négociation sous Gangenbo. Voilà. Donc le maire lance ces chantiers phénoménaux à la fois de destruction et de construction d'une ville historique. Je peux dernier petit élément très. Non, je vais te redonner la parole. Donc de construction d'une ville historique et de construction de nouveaux quartiers, de construction d'équipements culturels. On est avec quel type de financement ? C'est des investissements publics en fait. Donc par exemple la muraille. C'est vraiment un financement, un projet de la mairie. Les équipements culturels, c'est un projet. Donc c'est des endettements. C'est des endettements publics. C'est des endettements, comme on a pu le voir souvent évoqués par la suite dans la presse. Et le maire ne ménage pas sa peine, on le voit dans le film. Comment il est apprécié par les habitants ? Mais voilà, c'est cette figure un peu controversée, mais en même temps qui est, j'ai oublié de mentionner la grande figure qui était très très présente dans les discours du maire, justement en termes de transmission, etc. C'est l'architecte Liang Sicheng, parce que Datong a en même temps mis en place la Liang construction. Sicheng, c'est le père du patrimoine en Chine. C'est un personnage qui est né au début du XXe siècle et qui a lancé les premiers inventaires dans les années 30 sur le patrimoine remarquable, monumental, on va dire. Voilà. Et du coup, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, il a passé un peu de temps dans les années 30 à Datong, dans le Shanxi, à répertorier donc, des sites patrimoniaux qui ont plus ou moins qui sont restés, pour certains. Et donc, en fait, il y a eu un mémorial construit en son nom. Donc, il y a vraiment cette idée d'élever Datong au rang de ville qui mérite plus que son stigmate négatif du charbon, etc., qui faisait aussi plaisir aux habitants, parce que les habitants le comparaient à ces grandes figures de combattants de l'histoire chinoise, en disant il en sort un tous les 1000 ans. À Datong, il y a eu la capitale des Wei du Nord avec ces grands combattants qui ont mis en place Yungang Shekou, les grottes de Yungang, et puis il y a eu le maire de Datong, lui, il est revenu 1000 ans après, il nous a encore fait il nous a encore emmené, et il emmenait la population, donc il y avait une dimension quand même assez populiste et charismatique, oui c'est ça, dans son action. Comme je disais, un gros effort de communication, etc. Et en même temps, beaucoup de controverses parce que les habitants avaient quand même conscience de se faire exproprier de leur territoire. Donc il y avait quand même... moi, ce que j'ai vu, c'est aussi d'une forme de violence et de dépossession justement d'un certain type de peut-être de patrimoine, après je ne sais pas dans quelle mesure, c'est-à-dire l'habitat vernaculaire pratiqué par des générations en fait sur place dans le tissu urbain de Datong qui clairement n'a peut-être pas respecté le grand héritage que valorisait Gangenbo, mais en tout cas l'habitat populaire en tout cas voilà était structuré sur quand même une centaine d'années et plusieurs familles s'étaient établies là, avaient vécu comme dans le vieux Pékin, comme dans le vieux Shanghai, des générations après. Et cette valeur-là, plusieurs fois, j'ai pu rencontrer des habitants qui me disaient mais c'est pas tout le patrimoine qui a été préservé, hein, c'est une certaine vision du patrimoine. Moi, à côté de chez moi, il y avait des vestiges culturels, j'aurais pu te les montrer, mais ils ont été totalement démolis, etc. Donc il y a une connaissance du local beaucoup plus, on va dire, qui va beaucoup plus loin que la surface de ce qui a été promu. Que les habitants aussi remarquaient. Et donc, il y avait un petit peu de double discours autour de Gangenbo, à savoir, on est emmené par un certain projet de modernisation. Quand il est parti, les gens se sont quand même rattachés à cette figure-là, parce que c'était pire après. Mais pendant qu'il était sur place, il y avait aussi une certaine conception
de la ville pour les riches et pour les pauvres, en fait, où beaucoup de gens disaient, de toute façon, ça va être pour des résidences de luxe et pour des touristes, et nous, on n'est pas bien traités, en fait, on n'est pas considérés comme des personnes dignes. Donc ça, c'est vraiment un peu classique, en fait, dans les questions de démolition et d'expropriation en Chine. C'est aussi toute cette question de la ségrégation et de la marginalisation sociale des relogés, en fait. Donc en termes de transmission, autant il avait un support, on peut dire, au départ, sur le projet, autant en fait ce support s'est complètement délité à partir du moment où le projet reposait sur des bases qui étaient des bases, imaginées pour l'utilisation touristique. Oui, c'est ça. Et sur l'endettement, en fait, qui était aussi plus fragile pour une ville moyenne comme Datong, par exemple, qui avait une économie qui avait commencé à se diversifier, qui n'était plus une ville uniquement industrielle, plus une base seulement industrielle, mais qui a été quand même, on va dire, beaucoup moins stable en termes de demande en biens immobiliers, etc. Enfin, ce boom-là urbain, il a un petit peu, il avait des bases fragiles. En particulier, à partir de 2013, ce n'est pas juste le maire qui est muté dans une autre province, le secrétaire du parti est mis en examen, les finances publiques ont fait l'objet de scandales dans la presse chinoise, hein, c'est pas la presse européenne qui a vu ça, c'est la presse chinoise qui a parlé de ces grands endettements, et les autorités centrales, en fait, ont lancé des mesures de contrôle sur les collectivités locales chinoises pour qu'elles rationalisent un peu plus leur budget, etc. Je parlais de la campagne anticorruption dans le Shanxi, et d'après plusieurs interviews en 2015, donc juste après, avec des gérants de promoteurs immobiliers, ils me disaient que voilà, le Shanxi n'a jamais été touché par une campagne de corruption aussi forte que celle-là, que d'habitude toujours c'est ailleurs, mais c'est jamais dans le Shanxi, et là c'était aussi là. Donc voilà, la mairie qui suivait, en fait, en termes de transmission, là encore, en fait, il y a eu vraiment une sorte de rupture à la suite du départ du maire. La nouvelle mairie s'est construite, mais ils n'avaient pas le droit d'y aller parce qu'il y avait des audits constants et ils ne pouvaient pas utiliser les locaux, alors qu'ils étaient pour le coup achevés, ceux-là. Et donc, ils devaient attendre, etc. Il y avait toute une série d'enquêtes et tout. Et puis, il y avait aussi, ça j'en ai pas assez parlé parce que les médias n'en parlent pas, le film sur Datong ne le montre pas, mais l'industrie du charbon, en fait, elle-même, en fait, à ce moment-là, en 2013, est rentrée en crise. Et moi, selon mon interprétation, c'est quand même des facteurs concomitants parce que ça a projeté aussi dans l'ère post-Genghembo, ça a projeté une série d'incertitudes, en fait, sur le développement de la ville, sur les bases de développement de la ville. En 2013, c'est le gouvernement central qui publie, en fait, une directive pour la transition des villes ressources, et Datong en fait partie de ces villes qui doivent transformer leur structure de production et dépasser l'extraction de ressources pour stabiliser leurs économies, etc. Donc, en fait, à ce moment-là, le gouvernement chinois et les autorités locales aussi commencent à parler de désengagement vis-à-vis du charbon et de lutter contre ce qu'on appelle les surcapacités industrielles, sur les main-d'œuvre excessives dans le secteur du charbon, sur les mines qui étaient trop polluantes et pas assez rentables, etc., qui étaient ouvertes depuis 100 ans. Et donc, en fait, il y a tout un protocole aussi parallèlement à la transition politique du maire. Il y a aussi toute une restructuration du secteur du charbon qui donne aussi l'impression aux habitants de la ville de Datong qu'on est face à vraiment un tournant, une incertitude, et on repose sur aucune base claire. Et que même le charbon, tout le monde me disait, mais même le charbon n'assure plus rien, donc peut-être que voilà, c'est la fin de tout, etc. Alors que juste avant, on promettait un développement, une modernisation, une moyennisation pour tout le monde, y compris pour les mineurs, etc. Donc voilà, je mets juste tous ces éléments ensemble parce que c'est la complexité. Ça permet d'étudier ces rouages politiques un peu plus clairs. Ensuite, juste une dernière chose sur le maire de Datong. Il le dit dans plusieurs interviews et dans celui-là aussi,
que Datong n'aura pas une seconde chance et qu'il va bientôt être envoyé ailleurs. Donc lui-même savait qu'il n'allait pas durer là, que c'était un homme très pressé pour donc son mandat politique. Et là encore, c'est une caractéristique chinoise d'exercice du pouvoir dans les villes moyennes, on va dire. Pas dans les grandes villes, forcément, c'est d'autres trajectoires de promotion politique. Mais en tout cas, les villes moyennes chinoises, elles ont tendance à, certaines, en tout cas, à servir d'intermédiaires et de tremplin pour la carrière des cadres qui ne sont pas là pour durer et sont là pour seulement 5 ans, 4 ans, et puis pour être promus ailleurs. Donc, c'est jamais des villes qui ont, si vous voulez, une stabilité, un projet de longue durée, etc. Chaque cadre va faire quelque chose et puis va s'en aller parce qu'il n'est pas amené à durer. Et donc, c'est juste pour préciser que ça, c'est une caractéristique des villes moyennes chinoises, c'est d'avoir des leaderships instables, quoi. Enfin, c'est-à-dire des phases de mandat politique et qui font des fois des ruptures entre différentes périodes de leur histoire. Voilà. Donc là, on a cet arrêt des chantiers, cet arrêt de l'historicisation, on peut dire, de la ville. On va voir après ce qu'il en est du côté des habitants, mais j'aimerais revenir cette fois sur le côté des marionnettes, puisqu'on voit bien les deux tendances. De part et d'autre, il y a cette envie de développer le secteur du patrimoine comme un secteur à la fois, je dirais, de fierté nationale, à la fois de business. Est-ce que ça donne lieu à une organisation, je dirais, des mises en réseau? Est-ce qu'il y a des associations nationales qui se mettent en place? Est-ce que ça se structure en tant que tel? Puisqu'on a cette discipline entre guillemets nouvelle qui se met en place, le patrimoine immatériel. Est-ce qu'on va avoir des associations locales, nationales qui vont être là pour décerner un label, pour donner des indications, pour renforcer, pour permettre d'aller plus loin? Comment ça se passe? Alors, en fait, en 2006, il y a un traité qui était introduction du patrimoine culturel immatériel, donc qui a été publié par, si je cherche dans mes notes, je vais vous trouver son nom, mais par un Chinois qui travaillait au ministère de la Culture à Pékin, et qui était aussi un chercheur à l'Académie des sciences sociales. Et donc, il a publié le premier tome, enfin le premier volume sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine immatériel et comment est-ce qu'on le définit. Et ensuite, à partir de là, il y a eu un certain nombre de cours, il y a eu un certain nombre de formations qui ont été organisées. Je ne le retrouve pas là, mais bon, je le retrouverai tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il y a, voilà, c'est ça, c'est par ici que je laisse ce monsieur. Voilà, monsieur Wang Wen. Donc il a publié en 2006 donc, ce livre sur introduction au patrimoine immatériel. Et ça a servi de manuel de base pour donc, les formations, des formations qui sont à destination, au niveau national, qui sont à destination des professeurs des collèges, lycées et universités. Donc, et ça a été mis en place, donc, ces formations au niveau national en 2014. Et donc, il y a des sessions très régulièrement pour former donc, des enseignants au niveau du secondaire et à l'université sur le thème du patrimoine immatériel. Donc ça, c'est en lien, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. C'est aussi en lien avec un bureau ICOMOS qui a son siège pour la Chine à Xi'an.
Et donc, l'ICOMOS, je vérifie l'acronyme. Conseil international pour les monuments illicites. Ouais, International Conservation Center, donc qui a été donc mis en place, fondé à Xi'an. Il faut savoir que pour le patrimoine immatériel, donc on a 3 centres qui sont en Asie, un qui se trouve en Chine, un qui se trouve en Corée du Sud, un autre au Japon. Et la Chine donc a pour fonction la formation. Donc la Corée du Sud a pour mission de développer justement le futur. Comment est-ce qu'on voit la transmission, comment est-ce qu'on voit le développement du patrimoine immatériel. Et au Japon, si je me souviens bien, c'est plus monter des grands projets internationaux et le côté, j'allais dire, plus marketing entre guillemets. Dans le monde entier, il n'y a que 7 centres, et donc 3 sont en Asie. Donc c'est quand même très important, ça montre l'importance de l'Asie, pas simplement de la Chine, mais de l'Asie en général, dans le développement du patrimoine immatériel. Donc ça, c'était le premier point, ça c'est au niveau national. Au niveau local, on a ce qu'on appelle des experts, qui sont chargés donc de monter les dossiers, de les écrire, d'écrire les rapports. Et c'est eux qui vont participer à la sélection de tel ou tel élément qui va être proposé pour la liste au niveau local ou au niveau de la province. Ces experts, ça peut être des membres du parti à la retraite, ça peut être des anciens professeurs ou instituteurs, ça peut être aussi les cadres qui s'occupent, je crois qu'en français on traduit ça par les gazettes locales, les Difangje. Et donc ce sont des personnes, on va dire des sachants, des personnes qui connaissent la culture locale et qui vont donc monter tous ces dossiers. Il faut savoir que c'est un processus administratif donc qui demande des montagnes de dossiers, de rapports à écrire, et que la plupart des transmetteurs, en tous les cas ceux que j'ai pu rencontrer, pas simplement des marionnettes mais aussi des musiciens, etc., ils n'ont pas les compétences pour remplir ce genre de dossier. Il y a un vocabulaire spécial à utiliser, il y a des formes administratives à respecter, etc. Donc ils sont obligés de toute façon de faire appel à ces experts pour pouvoir remplir leur dossier et avoir une chance que leur dossier éventuellement soit accepté. Donc il n'y a pas vraiment d'association ou d'organisation, c'est plutôt des groupes qui vont se former sur un cas. Par exemple, là, les marionnettes, donc on va faire appel à telle ou telle personne et on fera appel à d'autres experts pour d'autres éléments. Il ne va pas y avoir d'échanges, par exemple, entre, je pense aux troupes de marionnettes du Foutienne qui ont pu travailler ici avec des musiciens et des gens de théâtre, venir se produire, imaginer des spectacles franco-chinois, sino-français. On ne va pas avoir ce type, je dirais, de recherche sur les récits, de recherche sur les répertoires qui se mettent en place. On est vraiment dans une construction très sommaire, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut retenir. En fait, Maître Hsué, dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui est le plus actif, le plus dynamique, il a eu un partenariat avec l'université de Tsinghua à Pékin. Donc il y a des chercheurs qui sont venus pour l'interroger. Il y avait quelques sociologues, il y avait un certain nombre de personnes d'écoles de journalisme aussi, qui sont venus pour l'interroger, mais il y a très peu de collaboration. Il a dû les voir 3-4 fois et puis c'est tout. Non, sinon il y a plutôt, je dirais, une rivalité entre les différents groupes. Maître Hsué disant que les autres c'est des nuls. Et que de toute façon il faut faire évoluer les choses, sinon on n'arrivera à rien. Maître Hsué, c'est celui qui invente Voilà, c'est le Michael Jackson. Donc effectivement, les autres, ceux qui sont salariés du groupe à Yongxing Fang, effectivement, ils ne sont pas si novateurs et tout ce qu'ils demandent, c'est déjà d'avoir à manger et de pouvoir montrer leur art aussi.
Donc on est loin de la mise en place d'un répertoire, d'un inventaire des répertoires, etc. Et alors du côté de Datton, comment est perçue cette mise en récit sur la ville? Judith, je sais que toi tu es arrivée, si on peut dire, après la bagarre, tu arrives pour voir ce qu'il en est sur une ville moyenne, tu restes plusieurs mois sur place et tu reviens à plusieurs reprises sur place, ce qui te permet de créer un lien de confiance avec les habitants. Comment ils ont vécu ça et eux, quel récit ils ont sur leur histoire et sur l'histoire de la ville? Oui, alors du coup, moi j'arrive en 2015, donc à ce moment-là, ce qu'on peut voir de la ville est très différent de ce qu'on voit dans le film, puisque à la place d'avoir des bulldozers, de la poussière et des ouvriers du chantier partout dans la ville, en fait, je vois les mêmes infrastructures de construction et de démolition, mais sans personne, et tout à l'arrêt, avec des grues vides, des chantiers de construction non terminés, des chantiers de démolition non terminés aussi, avec des décombres, etc., etc. Parce qu'en fait, je pense que la spécificité de ce projet, c'était la brutalité de son interruption et du coup, le fait que contrairement à Pékin, par exemple, pendant les Jeux Olympiques ou autres, où il y avait des grandes campagnes de camouflage des chantiers avec des palissades et tout ça, là, tous ces vestiges de cette infrastructure de la construction et de la démolition, elle est vraiment à ciel ouvert. On peut rentrer dans ces fameuses grandes architectures futuristes. C'est vraiment complètement ouvert et il n'y a pas de gardien, il n'y a pas d'envie de cacher, de dire c'est trop la honte et tout ça. Donc en fait, du coup, c'était possible d'enquêter en fait sur les ruines, sur les derniers habitants et tout ça. Même si je n'ai pas eu accès forcément au cadre, puisque la mairie était vraiment impossible à contacter, puisqu'elle avait changé, que c'était un domaine très sensible, que l'industrie du charbon était en crise et que les journalistes se rendaient tout le temps dans le quartier des mines aussi. Et donc, on m'assimilait plus ou moins à une personne qui voulait faire du journalisme, etc. Donc, c'était quand même un terrain un peu sensible en 2015. Mais avec les habitants et sur les questions de vie quotidienne, ça marchait bien. Donc, pour le coup, travailler dans les ruines avec les derniers habitants, ça permet de faire émerger leur réalité de ce discours en fait, qui les a portés, les discours de développement, comme je disais, de modernisation de la ville, qui va aussi leur bénéficier. Un petit peu comme à chaque fois qu'il y a des grands projets d'infrastructure, en fait, on a tout un ensemble de projets aussi à l'échelle individuelle que les gens se disent enfin, on va y arriver nous aussi à spéculer, à avoir des logements marchands, des champing-fangs, etc. Et en fait, du coup, ceux qui avaient le plus d'espoir de négocier et d'être les premiers à avoir le meilleur, en fait, ce qu'on appelle les foyers clous en Chine, c'est ceux qui sont restés sur les chantiers et qui ont été oubliés totalement de tout le monde, en fait. Et donc, au lieu de voir justement une négociation comme dans le film, on voit vraiment cette proximité entre les démolisseurs, le maire et les habitants. Là, en fait, on voit des habitants tout seuls dans un champ de ruines et qui sont obligés de refaire avec la nouvelle réalité qui est de devoir vivre dans les ruines en attendant qu'on revienne les voir, en fait. Et du coup, c'est des sortes de foyers clous déçus. Voilà, donc les discours que eux portent sur la situation, c'est on n'est pas devenus riches. À Pékin, ils deviennent tous riches quand ils font ça, mais nous, on est restés pauvres, en fait. Datong, ce ne sera jamais possible de s'enrichir. C'est juste les patrons du charbon, les Meilauban et les cadres du gouvernement qui deviennent riches, mais jamais les gens normaux. Donc, nous, on s'est fait avoir, etc. Donc, tout un discours déçu sur le fait que le foyer clou, ça ne marche pas forcément. Ensuite, une autre chose, c'est en fait, le cas de Datong est aussi un laboratoire particulier dans le sens où, en fait, des logements vraiment plus récents ont été démolis eux aussi parce qu'ils se trouvaient dans le périmètre de la muraille et à l'intérieur de la muraille. Donc là, en fait, on a des nouveaux propriétaires en fait, qui ont été eux aussi menacés de démolition alors qu'ils avaient acheté un logement qui a moins de 10 ans, moins oui, de 15 ans. c'est ça. Une dame avait acheté en 2014, donc bien après le départ du maire, mais parce que les projets immobiliers, certains quartiers n'étaient pas encore menacés de démolition à l'époque du projet du maire, mais la mairie
plus tardivement a quand même porté la démolition sur ce quartier-là, qui était au sein de la muraille, et donc me disait, moi j'étais infirmière, j'aurais pu avoir un logement fourni par ma Danway, par mon hôpital, et j'ai fait exprès de ne pas le prendre parce que je voulais être ici, j'ai acheté avec mon argent parce que j'avais besoin de m'occuper de mon petit-fils, etc. J'avais choisi géographiquement d'habiter là, et j'ai des droits de propriété pour 70 ans, des droits d'usage, mais je peux pas, je suis moi aussi expropriée, quoi. Donc en fait, il y a aussi toutes ces nouvelles réalités d'expropriation d'une frange de la population qui est normalement pas du tout étudiée pour être expropriée, en fait. Dans les études sur la Chine, jamais les nouveaux propriétaires sont menacés de démolition, en fait, c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc ça, c'était une nouvelle réalité. Ensuite, une autre réalité, c'est le tissu urbain de la ville socialiste. C'était quelque chose de fort, en fait, dans les ménages locaux, en fait. Et en fait, la nouvelle carte, enfin, le nouveau plan de la ville a effacé certains lieux de rassemblement très importants pour la population locale. Donc en fait, il y avait des lieux de concentration populaire, comme vous vous en doutez, dans les villes socialistes, des grandes places publiques, notamment à Datong, la place du Drapeau Rouge, qui était massivement utilisée le soir par les gens, etc. Je l'ai prise en photo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Un lieu de rassemblement populaire, cette fois. Oui, un lieu de rassemblement populaire des habitants justement du centre-ville, ou en tout cas qui se rendaient au centre. En fait, eux se disent que c'est devenu un champ de ruines parce que c'était sur le trajet de la muraille. Donc en fait, la mairie de Datong a effacé ce lieu qui avait pourtant une place importante dans les mémoires habitantes. Un autre cas, c'est un bâtiment qui s'appelle le Jalanguan, le bâtiment d'exposition, qui était fait, une sorte de petite réplique des années socialistes, bien sûr, des années 50-60, qui avait été modelé à l'image du palais de la place Tiananmen, palais je crois, des congrès, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais petit palais du peuple, on va dire, miniature, quoi. Et en fait, il était à Datong, et il y a eu une consultation populaire pour savoir si est-ce qu'il devait être démoli, s'il devait ou pas être démoli, et en fait les habitants ont voté pour le préserver. Donc comme il était sur le trajet de la muraille lui aussi, il a été déplacé, et je ne sais pas comment ils ont réussi à déplacer un bâtiment, mais ils l'ont fait. Ça se fait très facilement. D'accord, ok, très bien. Bon, parfait. Donc ils ont réussi, ils l'ont préservé, mais les habitants disent, mais oui, mais il y avait un autre bâtiment de la même époque, et c'était comme pour nous la petite place Tiananmen de Datong, qui est en fait, un des deux a été démoli quand même. Donc en fait, les habitants ont aussi des mémoires de leur ville qui a été disparue. Un dernier point, c'est que en fait, dans le centre-ville, la muraille, en fait, elle a, pour le coup, à terme, il ne devra plus y avoir d'habitants, puisque ce sera seulement des hôtels et des lieux de tourisme. Mais à l'intérieur de la muraille, il y a encore actuellement des habitants. Et ce que la muraille a fait, c'est que la construction de la muraille les a complètement isolés du reste de la ville. Avant, la ville était très ouverte, et les voitures, partout, en fait, ont passé par une série d'axes de circulation d'est en ouest, de nord au sud, de partout. Et en fait, la muraille a bloqué les accès, et en fait, ils sont vraiment enfermés. En fait, ils sont complètement invisibles et complètement enfermés parce qu'il n'y a plus aucun véhicule, à part un véhicule de tourisme, qui n'a besoin de rentrer dans cette vieille ville, en fait. Donc, ça crée vraiment des nouvelles réalités d'isolement et de devoir vivre avec non seulement les ruines, mais avec l'absence de jeunes, de vie, et de bruit, toute une série de sensorialités de la ville populaire chinoise. Ils ont perdu énormément de choses là-dedans. Et de la même manière, donc, juste pour faire un parallèle, c'est que dans le quartier des mines de charbon, là aussi, en fait, cette réalité de la transition difficile, en fait, elle était parallèle. C'est-à-dire que parallèlement, les mineurs, en fait, on leur a tout simplement fait comprendre que, dans mes discours en tout cas, que l'industrie du charbon n'allait plus être centrale dans l'économie locale, et que leurs enfants, qui étaient tous, surtout quand c'est des fils, ils allaient tous être mineurs de père en fils, ou en tout cas travailler dans l'industrie du charbon, etc. Ça allait plus être le cas dans les années à venir parce que il y avait de moins en moins de recrutement. Donc là encore, il y a une question autour de l'incertitude du projet de vie. Comment on va faire quand tout le temps l'économie s'est centrée sur cette possibilité-là pour les projets de vie des familles à l'échelle très individuelle. Et donc, le slogan en fait, de l'entreprise d'État au moment où j'ai enquêté dessus, en fait, révélait bien cette transition. C'est passé
L'ancien slogan, c'était « Être parmi les 500 premières entreprises nationales et le rester pour 500 ans de plus ». Et le nouveau slogan, c'est devenu « Construire une nouvelle vie, inventer un nouveau Tongmei ». Enfin, inventer une nouvelle entreprise d'État, je veux dire, mais aussi construire une nouvelle vie. Et en fait, les discours des habitants eux-mêmes, à l'échelle de chaque famille, étaient vraiment autour de qu'est-ce qu'on va faire, donc devoir recompter sur l'éducation, l'école classique, etc., pour pouvoir envisager un avenir pour sa famille, etc. Donc à chaque fois, voilà, cette réalité de l'incertitude et de la résilience plus que de la résistance, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase de résistance très forte à la démolition durant la période d'accélération. Et puis là, c'est plutôt... faut vivre dans les ruines, en fait, sans investir parce qu'on sait que c'est pas ce qui va rester à terme, c'est une phase transitoire, mais elle dure tellement longtemps qu'en fait, on voit des itinéraires de derniers habitants qui sont obligés de prendre, je sais pas moi, un véhicule un peu motorisé pour passer par-dessus les briques de leur rue parce qu'il n'y a plus de chemin, quoi, et d'utiliser l'eau sur les chantiers de construction et de démolition à proximité pour vivre avec de l'eau, pour s'approvisionner, etc. Donc être dans l'attente aussi, avoir beaucoup d'attentes à la base et être dans l'attente à la fin, l'attente d'attendre, quoi. Voilà, donc que ça reprenne, quoi. Voilà. Merci Judith, je vois l'heure qui tourne. Et du coup, je me tourne, vous êtes peut-être aussi en attente pour poser des questions, demander des éclaircissements. Donc, je me dirige avec un micro. Bonjour, merci pour vos interventions. J'aurais une question pour Judith Audin. Vous avez un peu parlé des ruines à Datong. Et j'ai vu que vous avez tenu un blog sur les ruines dans différentes villes en Chine. Et j'aimerais que vous parliez un peu plus sur cette thématique et sur ce que les ruines disent de la fabrique urbaine en Chine. Oui, merci beaucoup. En fait, je pense que le cas de Datong est vraiment inspirant pour la question des ruines, mais que par contre, c'est une réalité vraiment omniprésente dans l'ensemble du paysage urbain, surtout à partir des années 2000 en Chine. C'est-à-dire que les chantiers de construction ont produit des décombres, ont produit des projets qui ne sont pas toujours achevés, etc. Il y a des formes de patrimoine oublié, pas entretenu, de dégradation du bâti, etc., de l'abandon. Quand on pense aussi à l'exode rural, il y a des villages aussi qui sont dépeuplés, et donc des formes aussi de ruinification là-bas aussi. Et du coup, je pense que ce qui m'a frappée, c'est que à l'époque où j'ai enquêté à Datong, c'était pas considéré comme un objet de recherche au même titre que les lieux habités. C'est-à-dire que les géographes s'intéressent surtout aux grands projets d'infrastructure, soit par l'innovation, la thématique de l'innovation, soit la thématique de la densification, etc. Et vont un petit peu stigmatiser d'autres villes. Par exemple, dans le cas de Ordos, en Mongolie intérieure, ça a été très médiatisé parce que, ville fantôme, avec des bâtiments non utilisés. Et là encore, c'est une réalité un petit peu aussi, je sais pas, subjective aussi de la part des journalistes, parce qu'en fait, c'est toujours habité, c'est sous-habité, ou c'est pas... Mais c'est jamais vide, en fait, c'est jamais abandonné complètement. Et donc, en fait, j'ai essayé d'utiliser le cadre des ruines. Oups, on se fait demander de sortir. Les photos sont meilleures. C'est ça. Profiter. En fait, pour moi, le cadre des ruines, c'est aussi un environnement spécifique de vie sociale pour les derniers habitants, ou en tout cas pour des personnes qui les fréquentent. Et donc, je trouve que c'est très utile de travailler sur l'angle mort des chantiers ou des lieux dépeuplés, en fait, des formes de dépopulation en Chine. Quand tout le monde s'intéresse à la densification, c'est une sorte d'autre réalité sociale. Et je donnerais comme exemple, effectivement, les mines de charbon, par exemple. Elles aussi, elles ont dépeuplé leurs mineurs pour les reloger dans des quartiers urbains. Mais là encore, les professeurs de l'université de Datong me disaient c'est bon, il n'y a plus personne dans les mines, tu peux aller voir, tu verras, c'est vide. Mais c'est pas vide, en fait. Il reste 10 à 30% des habitants qui sont toujours sur place en attente d'être relogés. Mais encore une fois, c'est cette variable-là de village à demi ou à moitié désert qui fait que l'objet n'est pas considéré comme un objet en soi. Du coup, j'essaye de replacer l'angle d'étude sur les ruines comme aussi lieu de vie,
de rapport à l'environnement. Et je trouve aussi que l'infrastructure de la démolition et de la construction en Chine, elle est moins étudiée pour justement d'un point de vue d'interaction au quotidien avec la population. Donc, par exemple, les chantiers à ciel ouvert de Datong, ils font apparaître une relation plus clairement, peut-être que quand le projet va vite et que les habitants partent vite, là, on a le temps en fait de regarder quelles sont les interactions entre l'espace physique, l'espace social des habitants et les infrastructures en fait derrière, enfin les bulldozers, les projets à l'abandon ou les projets inachevés, et les discours qu'ils ont autour ou les itinéraires qu'ils prennent là-dedans. Enfin, pour moi, c'est un objet de recherche nouveau aujourd'hui, enfin, que je compte continuer à explorer. Voilà. Et pour rebondir sur la question de Natalia, est-ce qu'il y a des influenceurs en Chine, des Wangrong, qui vont aller dans les ruines et pour oui, mettre en valeur, je dirais, ces nouveaux récits? Alors, comme mon blog le montre, on peut pratiquer l'urbex en Chine, donc c'est la thématique exploration urbaine. C'est le fait de visiter des lieux à l'abandon, des friches industrielles, des parcs d'attractions abandonnés, etc. Donc je l'ai fait, mais en fait, c'est un courant qui se développe beaucoup en Chine. Il y a un article dans Perspective chinoise qu'on a édité sur ce sujet autour des nouveaux urbexeurs chinois. Donc au départ, il y en avait déjà beaucoup à Hong Kong, parce que c'est une ville qui a déjà depuis longtemps un Internet peut-être plus libre, etc., et qui a pratiqué l'exploration urbaine sur les vestiges de la ville de Hong Kong. Mais par contre, aussi en Chine, depuis les années 2010, etc., en fait, il y a vraiment des forums de discussion des gens qui font l'exploration urbaine, de la photographie amateur, et ils produisent une certaine, on va dire, littérature vernaculaire ou un certain art vernaculaire eux aussi, dans leur pratique de l'exploration urbaine en Chine, donc avec toute une rhétorique autour d'un besoin de solitude, parce que souvent ça se passe dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, les gens ont besoin de se retrouver seuls, et quand vous visitez une ancienne usine, il n'y a personne, il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas les queues de masse de tourisme le week-end. Donc en fait, il y en a certains qui ont besoin en fait, de se retrouver dans une certaine forme de solitude, de mélancolie aussi sur le rapport à des patrimoines oubliés, etc. Et il y en a, c'est tout simplement des étrangers qui aiment ça depuis la France ou depuis l'Angleterre ou ailleurs, qui continuent à le pratiquer en Chine, parce que, je peux vous le confirmer, si vous aimiez ça en Europe, en Chine, vous allez adorer, quoi. C'est juste extraordinaire, quoi. Voilà, donc en fait, du coup, eux aussi se lancent là-dedans, ils deviennent influenceurs, ou ils essayent de faire des petites vidéos sur leur blog, etc. Et il y a de tout, en fait. Il y a des parcs d'attractions, il y a des sites militaires, il y a des anciennes usines, il y a des temples. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que c'est une pratique très, très courante maintenant. D'autres questions? Pas de problème. Merci également pour vos présentations. J'avais juste deux questions d'éclaircissement. C'était d'abord sur les maires, parce que en Chine, désolé, je suis assez peu connaisseur, mais les maires sont élus ou nommés par le pouvoir central, enfin, si vous pouviez le dire. Et aussi, finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette muraille et dans les palais qui ont été reconstitués? Alors, c'est juste des endroits où les quelques touristes viennent visiter, où on a essayé de réimplanter de la vie, mais ça a échoué. Voilà, c'était pour en savoir un peu plus. Oui, donc le maire est nommé par l'administration au niveau supérieur, et de même pour le secrétaire du parti, qui en général a plus de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est le cas intéressant du maire de Datong, c'est que c'est un shizhang, c'est un maire. Et normalement, les maires n'ont pas trop de pouvoir, ils font juste du travail administratif, etc. C'est le secrétaire du parti qui a le plus de rôle, de marge d'action. Et justement, il a été aussi critiqué au niveau de son mandat politique, parce qu'il prenait un peu trop de marge de manœuvre, et il avait beaucoup trop de capacité d'action en tant que maire. Il aurait dû un petit peu plus rester en tant qu'exécutant. Et là, il avait vraiment empiété sur plus ou moins la marge de manœuvre des secrétaires du parti d'habitude. Enfin, voilà, une première chose. Et puis pour la muraille, oui, en fait, elle est
peu utilisé, mais il y a des touristes qui se promènent dessus et c'est quand même un élément, je dirais, aujourd'hui, de référence désormais. Il y a des familles de Datong qui vont s'y promener parce que c'est gratuit en fait, c'est ouvert, donc ça a vraiment coûté cher pour faire de la communication autour de la ville. Mais voilà, les familles se promènent. Il y a des touristes aussi qui font cette visite-là. Et je dirais que pour certains, c'est même très ludique parce que j'ai interviewé plusieurs personnes sur la muraille qui me disaient « mais ça a 2000 ans d'histoire ». Donc ça marche plus ou moins parce qu'en fait, ils avaient besoin de... Enfin, c'est pas le plus important d'avoir les pierres authentiques d'il y a 2000 ans. Enfin, pour eux, c'était un symbole réussi d'une bonne journée passée à Datong, etc. Et en plus, ça avait pour effet de thématiser l'histoire. Donc, ils acceptaient ce jeu en fait de pratique touristique, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas forcément un conflit autour de ces fakes, en fait. Contrairement aux experts qui, en 2019, ont quand même critiqué la ville de Datong pour avoir, au niveau central, reconstruit trop dans l'imitation et trop démoli d'authentique, en fait. Voilà. Mais les habitants et les touristes ne voient pas ça de la même manière. Voilà. J'étais il y a 2 jours à une soutenance de thèse en Belgique, à Leuven, par un jeune historien de l'architecture chinois, qui était un des activistes les plus virulents contre le maire de Datong. Et en fait, ce qui est intéressant, on est 7 ans plus tard, il dit, mais j'ai complètement changé d'avis en 7 ans. Parce qu'effectivement, peut-être que dans 50 ans, ce lieu va faire partie d'un patrimoine qui va être mis en avant. Ce qui importe, c'est qu'il a donné une fierté aux habitants et que cette fierté n'était pas là. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? J'essaye de simplifier parce que son propos est beaucoup plus riche. Qu'est-ce qui est le plus important finalement et comment permettre cette fierté qui elle-même peut permettre d'une part l'étude de nouveau, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on ne veut pas transmettre. Et ce que personnellement je trouve intéressant, et c'est pour ça que je les ai soumis l'une comme l'autre à cette épreuve de donner des dates, c'est de pouvoir voir cette évolution qui se met en place et la manière selon laquelle chacun, à un niveau ou à un autre, cherche à pouvoir mettre en avant finalement quelque chose qui lui semble fondamental, avec ou sans la population, mais en ayant une large part d'initiative. Alors, c'est sûr que quand on est maire et qu'on a des investisseurs derrière, on a des moyens un petit peu plus grands jusqu'à ce que le gouvernement national vous tape sur les doigts en disant non, c'est peut-être pas la meilleure marche à suivre. Mais c'est en fait, ces 2 exemples sont intéressants pour cela, parce qu'ils témoignent de tout un process qui lui-même est en train de se mettre en place, qui se met en place avec les moyens du bord, je dirais, que ce soit en termes de personnes, ce que Florence nous évoquait, il y a des cours sur le patrimoine immatériel qui existent maintenant dans les écoles, dans les collèges, il y a des formations en termes de management, de gestion, etc., qui existent dans les universités. Tout ça n'existait pas il y a 20 ans. Et puis, ces réactions à Datong, où en fait, à quoi accorder de l'importance, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, pas seulement l'histoire ancienne, mais aussi à notre histoire en tant que ville productrice du charbon. Il y a même un musée de la mine qui s'est créé. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Je surveille l'heure. Si on a encore le musée de la mine à Datong, il se situe littéralement face aux grottes de Yungang, dans la plus grande mine historique gérée par Tongmei, par l'entreprise d'État, donc Jinhuagong, qui est un immense complexe très 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 polluant au départ et qui est resté en activité, mais qui a conçu en fait un projet de mise en patrimoine d'une partie du site qui est devenu musée de la mine, avec possibilité de descendre dans un puits désormais non exploité, mais un vrai puits. Il n'a pas été construit pour le musée, en fait. Il était déjà là. Donc vous pouvez descendre
comme un mineur, vous portez l'uniforme des mineurs, etc. Et l'autre particularité en fait qu'il a, donc il y a tout un musée aussi qui raconte l'histoire de Daatong depuis, de l'extraction de charbon depuis 100 ans, etc. Voilà, l'exploitation du charbon sous le Japon, sous l'occupation japonaise, etc. Ça commence là, et jusqu'à récemment la modernisation de l'industrie et tout. Et la spécificité, c'est que par la même entrée que les visiteurs empruntent, les mineurs continuent d'aller au travail en fait, dans un puits à proximité qui est toujours sur le site. En fait. Donc, en même temps que le musée est ouvert, vous avez la possibilité d'interagir avec des vrais mineurs qui vont au travail et qui quittent le travail, etc. Donc ça, c'est à la fois très intéressant et en même temps, c'est très peu fréquenté. Donc, les touristes qui se rendent là-bas, en fait, sont principalement des familles de mineurs ou des personnes qui sont des locaux, en fait, de la région qui font cette visite. Mais vous ne pouvez pas avoir d'informations concernant le musée de la mine quand vous êtes touriste à Daatong. La communication de la mairie ne porte pas là-dessus. Françoise le suggérait la dernière fois, c'est possible que ce soit parce que c'est un patrimoine industriel corporatiste, donc géré par l'entreprise d'État minière et pas par la ville. En tout cas, la communication de la ville porte vraiment sur la ville ancienne. C'est-à-dire que dans le musée de la ville de Daatong, vous avez toute l'histoire depuis les Wei du Nord jusqu'à, je dirais, jusqu'aux années de Mao. Hein. Et puis ça s'arrête, il n'y a pas d'informations sur le charbon, sur l'histoire minière, etc. dans ce musée-là de la ville. Et il n'y a pas non plus de fléchage des grottes de Yungang vers le musée de la mine non plus, alors qu'il est à 100 ou 200 mètres, plus loin. Donc c'est pour dire que voilà, l'image du charbon n'est pas encore une source de communication de la part de la mairie, et ni une source de fréquentation, mais qu'en termes de qualité, ça a été un partenariat, donc il a ouvert en 2012, donc encore une fois, autour de la même période que la mise en tourisme de la ville, hein, puisque c'est de 2005 à 2012 que le projet de patrimoine industriel de la mine a eu lieu, et c'était en partenariat avec une délégation allemande qui est venue donner une expertise, etc. Mais voilà, vous pouvez tenter d'aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très riche, en tout cas. Voilà. Donc, un mot de la fin, Florence, Judith. Ah. Merci beaucoup. J'aurais une question sur les marionnettes, puisque c'est important aussi qu'on interroge les deux intervenantes. Je me demandais, est-ce que vous auriez une idée du nombre de marionnettistes avant la révolution culturelle et maintenant? Et l'autre question, c'était, vous avez dit qu'il y avait des équipes d'à peu près 7 personnes. Je me demandais, est-ce que c'était des familles, comme par exemple pour le cirque chez nous, c'était souvent des familles. Est-ce que là, c'était aussi des familles, ou est-ce que c'était un autre type de structure? Bon, c'est pas grave. Merci. Pour répondre brièvement, les chiffres des marionnettistes avant l'arrivée du communisme en Chine, les grandes campagnes maoïstes et tout, je ne peux pas vous dire, je vous dirais des bêtises, parce que ça n'a pas été recensé, et puis parce que on n'était pas marionnettiste de profession. Donc, on n'était pas déclaré, inscrit comme étant marionnettiste. Par contre, pour votre deuxième question, oui, vous avez des familles. Par exemple, ce fameux grand maître, Monsieur Wang, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a formé plusieurs membres de sa famille, famille au sens élargi. Et en fait, Maître Xué, c'est le mari de sa cousine. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. C'est le mari de sa cousine. Voilà, donc c'est la famille au sens élargi. Et il a lui-même formé son fils pour qu'il continue. Et ça reste dans la famille. Merci beaucoup. Peut-être que je comprends bien que vous ne puissiez pas dire combien il y en avait en tout, mais est-ce qu'on savait si
il y en avait un dans chaque commune, dans chaque village, ou est-ce que c'était un regroupement de 10 villages ou 20 villages, enfin à peu près pour combien de personnes il y en avait? Alors, avant la Révolution, les familles les plus riches avaient leur propre troupe de marionnettistes attitrés. Donc, pas juste un, vraiment toute la troupe. Et donc, 7-8 personnes qui étaient attitrées. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, il n'en reste plus que 4 de troupes sur Roissienne. Et après, ces troupes, en fait, comme a dit Monsieur Jao, ils apprenaient donc par cœur, ils mémorisaient. Et ensuite, quand on avait besoin d'eux pour un rituel, par exemple des funérailles ou un mariage, eh bien, on faisait appel à eux en disant on a besoin d'une troupe de marionnettistes là, la semaine prochaine, ou je ne sais pas, pour le festival. Et à ce moment-là, ils étaient réquisitionnés et donc ils allaient au coup par coup donner leur représentation. Merci. Merci aussi pour vos 2 présentations qui étaient très intéressantes. Merci Dominique. Je vous propose, sauf s'il y a vraiment des questions qui vous restent sur le bout de la langue ou des demandes de précision, qu'on arrête là parce que je sais que les portes doivent être fermées pour 8h30 et je ne voudrais pas que vous restiez enfermés pour la nuit. Non, hein, il y a mieux. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Prochain rendez-vous Chine le 11 décembre. 11 décembre, nous serons sur un... vous avez raison, en novembre, nous recevons une architecte de Pékin, Madame Su Tiantian, pour laquelle nous allons organiser, non pas un rendez-vous Chine, mais nous serons en bas à l'auditorium. Merci Jacqueline de connaître notre programme si bien. Et elle va nous présenter comment elle travaille sur les trouleaux du Fujian. Alors, ce n'est pas des coléoptères particuliers. Les trouleaux, ce sont des grandes maisons en terre, des grandes bâtisses rondes ou quadrangulaires en pisé, en charpent de bois, qui ont été conçues pour des communautés claniques, plusieurs centaines de personnes. La société n'est plus la même. Que fait-on avec ces lieux ? 46 d'entre eux ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 ou 2009. Après vous avoir embêté sur les dates, voilà que je bafouille. Et son propos est non pas de travailler sur ces bâtiments classés, mais de parler de tous les autres, des 10 milliers d'autres qui peuvent exister dans cette Chine méridionale et comment réfléchir sur ces lieux, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à la communauté, etc. Donc venez l'écouter, c'est le jeudi 16 novembre, 19h, je me tourne vers Émilie, mais 19h, la conférence de Su Tiantian, oui, 19h à l'auditorium en dessous, et vous pourrez aussi voir ces projets et des maquettes qui viennent directement de Chine sur ces bâtiments. Ça sera jusqu'au 12 janvier, la date, non, 12 février, n'importe quoi, jusqu'à la date du Nouvel An chinois. Donc jusqu'au 12 février, vous pourrez voir cette exposition qui ouvre donc dans à peu près un mois. Merci beaucoup Jacqueline. Et donc, en décembre, nous recevrons cette fois différents architectes et urbanistes autour du thème de l'entre-deux-barres, ces logements socialistes qui n'ont pas été construits seulement dans les pays communistes et quand les habitants s'en emparent pour améliorer leur logement. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup Judith, merci Florence. Donc vous avez compris aussi qu'il y a un numéro de la revue Perspectives chinoises qui est publié à Hong Kong, 2 numéros consacrés au patrimoine immatériel qui ont été dirigés par Florence Padovani et Guillaume Dutournier qui est chercheur à l'École française d'Extrême-Orient et qui est basée usuellement à Pékin. Voilà, merci à vous et donc à très bientôt.